Bonjour, bienvenue à ce cours magistral de SHS de L2 SPS consacré aux microbiotes intestinaux et nous allons nous pencher donc sur cette thématique scientifique que sont les microbiotes intestinaux pour essayer de comprendre ensemble la façon dont les sciences qui se penchent sur ces objets que nous aurons l'occasion de définir au cours de ce cours, nous permettent de redéfinir les rapports entre santé, environnement et histoire. Alors je me présente, je m'appelle Alexis Zimmer, je suis maître de conférences en histoire et politique des santé et des environnements sur une période, je m'intéresse à des périodes entre le 19e et le 20e siècle. Alors mes activités de recherche sont localisées au DHVS, au département d'histoire des sciences de la vie et de la santé, qui est une sous-unité d'un département un peu plus grand qui s'appelle le SAGE, donc Société Acteurs Gouvernement en Europe. Donc ça, c'est pour mes activités de recherche. Mes activités d'enseignement sont quant à elles essentiellement localisées en faculté de médecine. D'ailleurs, vous êtes très certainement nombreux derrière cet écran à m'avoir rencontré l'année passée en L1 SPS, puisque je coordonne avec Célia Mirales les enseignements de SHS dans cette première année de médecine. Alors je vais prendre un peu de temps pour me présenter un tout petit peu plus, parce que je crois que ça va vous permettre de comprendre un peu mieux les enjeux de cette séance et éventuellement aussi des autres enseignements que vous aurez l'occasion de suivre dans cette unité d'enseignement. Alors, je vais vous présenter rapidement mes champs, mes objets et mes méthodes de recherche. Grossièrement, comme l'intitulé d'ailleurs de mon poste de maître de conférence l'indique, je m'intéresse à l'histoire et à l'anthropologie des relations santé-environnement. Dans un premier temps, je me suis intéressé aux environnements toxiques et à leurs conséquences sanitaires. Plus particulièrement, j'ai consacré ma thèse de doctorat à l'étude de brouillards toxiques, et notamment d'un brouillard toxique, un brouillard toxique catastrophique, qui s'est déroulé dans la vallée de la Meuse, non loin de Liège, en Belgique, à la fin de l'année 1930. Cette catastrophe est célèbre et connue pour être la catastrophe qui a donné lieu à la première démonstration scientifique de la mortalité liée à la pollution de l'air. Or, en faisant l'histoire de cette catastrophe, je me suis attaché à comprendre la façon dont les savoirs scientifiques, les pratiques techniques et les innovations technologiques d'une part, les transformations environnementales qui ont touché cette partie de la vallée de la Meuse ont, durant près d'un siècle, conditionné la production de cette catastrophe. En d'autres mots, plutôt que de considérer cette catastrophe comme un événement ponctuel, limité dans le temps, j'ai tenté, grâce aux outils de l'histoire, d'analyser la longue durée de la production de cette catastrophe. Et j'ai notamment insisté sur la façon dont les savoirs scientifiques ont, d'une manière ou d'une autre, participé de la production de cette catastrophe. En un mot, encore une fois, pour moi, il était important de faire cette histoire de longue durée pour comprendre comment des corps, en décembre 1930, ont pu succomber d'un brouillard devenu toxique. Donc c'est une histoire qui mêle, comme je l'indique sur cette diapositive, histoire des sciences, des technologies, des environnements et de la santé. Alors, mes travaux actuels sont moins historiques et plus anthropologiques, puisque je m'intéresse aux microbiotes intestinaux. Alors, que sont les microbiotes intestinaux ? Les microbiotes intestinaux sont, pour le dire très rapidement, l'ensemble des êtres micro-organiques qui vivent dans nos intestins. Alors, pourquoi je m'y intéresse ? Dans la continuité, finalement, de mes travaux précédents, je m'y intéresse pour essayer de comprendre comment nos modes de vie, notre histoire, les environnements dans lesquels nous vivons, impactent, transforment notre biologie et donc transforment également notre santé. Je m'intéresse donc à la façon dont les sciences du microbiote nous permettent aujourd'hui de comprendre les relations entre environnement et santé, histoire et santé. Donc l'histoire s'inscrit véritablement, vous le verrez, dans nos corps, et les transformations des modes de vie et des environnements donc affectent les biologies humaines, mais également non humaines. Alors, qu'entendre par non humain ? Il faut entendre effectivement tous les organismes autres qu'humains. Alors pour
effectuer ces recherches, je me focalise essentiellement sur deux terrains de recherche. Le premier qui est constitué par le Global Microbiome Conservancy et le deuxième par le Microbiota Vote. Ces deux terrains sont des entreprises scientifiques qui visent à collecter des microbiotes intestinaux et à les conserver pour les générations futures. Pourquoi le font-ils? Ce sera notamment l'objet de cet enseignement. Alors on a vu ensemble, en gros, mes activités de recherche passées et actuelles. Je vais maintenant simplement vous donner quelques éléments des méthodes ou du champ disciplinaire dans lequel je m'inscris. Donc en fait, je m'inscris principalement dans ce qu'on appelle les Science Studies ou les Science and Technology Studies. C'est les STS sur cette diapo. Alors, la particularité de ce champ disciplinaire, c'est qu'il s'intéresse aux pratiques scientifiques. D'ailleurs, il ne s'intéresse pas à la science. La science, pour nous, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas la science, mais il y a des pratiques scientifiques. Un géologue et un microbiologiste, par exemple, ne font pas du tout la même chose. Et donc, considérer que toutes ces pratiques relèvent de la science, ça n'a pas de sens pour notre discipline. Donc, les objets principaux de notre discipline, c'est les pratiques scientifiques et les technologies. Et l'un des points importants qui caractérise ce champ d'études, c'est de considérer que les pratiques scientifiques et technologiques ne sont pas neutres, elles ne sont pas innocentes. Un téléphone portable transforme radicalement le monde. Imaginez simplement de vivre sans téléphone portable, le monde ne serait pas du tout le même. Donc l'idée, c'est de prendre la mesure et de fournir des outils et d'utiliser des outils qui nous permettent de comprendre la manière dont les pratiques scientifiques et les technologies façonnent nos mondes, nos manières de faire société, plutôt qu'elles ne découvrent le monde. Alors là, je vous renvoie, pour celles et ceux qui, notamment, je crois que vous l'avez tous suivi, mais qui ont suivi la L1 SPS, à l'enseignement que j'y avais délivré dans les cours magistraux, notamment celui intitulé « Société technoscientifique » qui, d'une certaine façon, élabore un peu plus et pousse davantage le raisonnement que je viens d'effectuer ici. Donc, premier ancrage disciplinaire et méthodologique, STS et Science Studies. Deuxième ancrage, l'histoire environnementale et l'anthropologie de la nature. Là aussi, je vais aller très rapidement, mais ce qu'apportent ces disciplines, c'est de nous rendre sensibles. Elles nous rendent sensibles, elles nous fournissent des outils, un appareil théorique et méthodologique pour comprendre le rôle des environnements et donc des non-humains dans l'histoire, dans les histoires et dans les manières de faire société. Je prenais l'exemple du téléphone portable avant, ça fonctionne très bien. Encore une fois, le téléphone portable fait société, au sens où son irruption, son innovation, sa construction, sa genèse, etc., transforme radicalement la manière dont nous rentrons en relation les uns et les autres. Le virus, le SARS-CoV-2, je crois qu'il est inutile ici de développer ce point, mais fait société. Regardez depuis près de 2 ans maintenant, son irruption dans nos mondes a radicalement transformé la manière dont nous faisons société. Donc l'histoire environnementale et l'anthropologie de la nature, elle nous fournit des outils pour comprendre un peu tout ça, pour analyser tout ça. Et elle nous fournit, ces deux disciplines nous fournissent aussi des outils pour appréhender les conséquences des savoirs et des activités humaines justement sur les environnements. Le SARS-CoV-2 par exemple, il y a de fortes chances, il y a 2 hypothèses qui dominent, soit une transformation des environnements, notamment l'exploitation des forêts, etc., qui aurait conduit à une facilitation du passage de certains animaux du virus à l'humain, soit un virus qui serait échappé d'un laboratoire. Donc dans les 2 cas, ce sont des pratiques humaines qui radicalement transforment les environnements et nos manières de faire société. Voilà. Je vous ai mis aussi sur cette diapo simplement 2 ouvrages d'introduction qui vous permettent d'en savoir un peu plus si vous le désirez. Donc l'introduction aux Science Studies de Dominique Pestre et l'introduction à l'histoire environnementale de Jean-Baptiste Frézoz, Frédéric Grabert, Fabien Locher et Grégory Quenet. Alors, sans trop attendre, nous allons maintenant rentrer dans l'objet de cet enseignement. Alors, pour cet enseignement, on va partir d'une petite histoire. Et on va tenter d'essayer de comprendre certains éléments de cette histoire. Cette histoire, elle débute en février 2018, dans les forêts tropicales du Cameroun.
Dans ces forêts, des chercheurs du MIT, donc du Massachusetts Institute of Technology, qui est un très grand centre de recherche et d'enseignement aux États-Unis, à Cambridge, Massachusetts, donc juste à côté de Boston, aux États-Unis. Donc des chercheurs du MIT et de l'IRD, qui est l'Institut de recherche pour le développement, qui lui est une institution française, se retrouvent dans ces forêts tropicales et récoltent des échantillons de salive, mais également de sel, d'excréments, pour y récolter d'une part dans les salives l'ADN de certaines populations et dans les excréments des microbiotes justement intestinaux. Et ces collectes, ces chercheurs les effectuent auprès de populations dites de chasseurs-cueilleurs. Je fais une petite parenthèse, mais quand un chercheur en sciences humaines fait ça, c'est qu'il met des guillemets entre le terme qu'il est en train d'utiliser. Ça veut dire qu'il faut prendre des précautions quant à l'usage de ce terme. Donc chasseurs-cueilleurs, je mets des guillemets. Donc auprès de populations de chasseurs-cueilleurs, qui sont les populations baka, autrement appelées pygmées, qu'on appelle plus pygmées, pour une raison très simple, ce n'est pas la manière dont ils se nomment, et ça a des connotations coloniales très, très fortes. Bon, ils vont collecter des sels et des échantillons de salive pour collecter de l'ADN et des microbiotes intestinaux auprès de cette population de baka dans la forêt tropicale du Cameroun. L'objectif de ce cours, c'est de finalement tenter de répondre à cette question. Pourquoi des chercheurs d'institutions scientifiques prestigieuses, que sont le MIT et l'IRD, se rendent-ils dans les forêts tropicales du Cameroun pour y collecter de l'ADN et des microbiotes intestinaux? Les deux objectifs qui suivent finalement cet objectif principal est de comprendre ensemble la manière dont les sciences du microbiote renouvelle la compréhension des organismes, de la santé et de leur relation à l'histoire et aux environnements. De ce fait, plutôt pour prolonger ce premier objectif, il s'agira de procéder à une analyse critique de certains de leurs aspects, donc, de ces sciences du microbiote, de critiquer, d'analyser donc, de façon critique ou réflexive certains enjeux et conséquences non questionnées par ces recherches. Alors pour mener à bien ce programme de cours, nous allons suivre 4 étapes. La première, essayer de comprendre comment nous sommes passés d'une préoccupation biomédicale très importante relative à l'ADN à une préoccupation tout aussi importante, voire davantage aujourd'hui, au microbiote. Pour essayer de comprendre l'état de nos microbiotes contemporains, nous allons nous repencher sur une histoire que vous connaissez, puisque nous l'avons envisagée l'année passée, sur cette histoire moyenne durée des microbes, depuis la fin du XIXe siècle au moins jusqu'à aujourd'hui, qui est une histoire de guerre et d'éradication. Dans une troisième partie, nous allons donc comprendre comment cette histoire se retrouve dans nos corps, conduit à une altération des microbiotes, et envisager la façon dont les chercheurs aujourd'hui envisage justement les conséquences sanitaires de cette altération des microbiotes. Dans une quatrième partie, nous nous pencherons donc sur ces campagnes de collecte et de conservation de microbiotes pour voir comment elles fonctionnent et donc interroger notamment toute une série de conséquences d'ordre politique, souvent négligées, et les transformations donc, politiques que ces campagnes impliquent. Et qu'on a appelé donc une campagne que j'appelle avec d'autres chercheurs biologie du sauvetage, c'est-à-dire la façon dont les biologistes aujourd'hui tentent de sauver quelque chose qui est en train de disparaître. Et donc en conclusion, nous prolongerons quelque peu ces analyses critiques et conclurons donc ce cours. Alors sans plus attendre, je vous invite à passer au chapitre 1 de cette séance de l'ADN au microbiote. Alors, pourquoi ces chercheurs collectent de l'ADN dans les forêts du Cameroun? Ça, on peut le comprendre un tout petit peu, puisque je crois qu'il n'est pas, il est tout aussi évident pour vous que l'ADN est une molécule extrêmement importante dans les sciences biomédicales aujourd'hui. C'est presque une molécule totem, au sens d'une molécule que l'on vénère, qui est censée contenir le secret du fonctionnement d'un être humain. C'est le support de l'hérédité, donc ce que nous allons transférer aux générations futures. C'est le programme des organismes pour son développement, pour son fonctionnement, mais également donc, pour sa reproduction. Et je disais molécule totem, mais je veux dire au sens strict, ça l'est, puisque vous avez notamment sur cette diapositive une sculpture de Charles Jenks de la double hélice de l'ADN, donc de cette molécule totem, à Clare College, Cambridge University. Donc là, on est en Angleterre. 4 lettres également, l'ADN, ACGT, ce sont les bases nucléiques,
4 lettres dont le décryptage du code qu'elles composent était censé nous fournir donc les fameux secrets de l'être humain. Et ceci était censé, et encore, il y a toute une série de promesses technoscientifiques qui sont faites autour de cette molécule, est censé notamment, enfin en tout cas nourri des espoirs de thérapie génique, des thérapies qui, en agissant sur le code génétique, sont censées pouvoir résoudre toute une série de maux de santé, de problèmes de santé qui affectent aujourd'hui les êtres humains. Mais ce projet génome humain, que j'ai oublié de citer d'ailleurs, puisque le projet génome humain, c'est ce projet qui a conduit au décryptage de la molécule d'ADN, a apporté également quelques déceptions. En gros, les chercheurs s'attendaient à découvrir une centaine de milliers de gènes propres à l'être humain. Manque de bol, ai-je envie de dire, ils n'en ont trouvé que 20 000, à peine davantage que la mouche à vinaigre, la drosophile, telle qu'elle est représentée ici sur cette diapo. Les chercheurs se sont également rendus compte que de disposer du code génétique des êtres humains n'était pas suffisant pour répondre à toute une série de questions de santé. En gros, les rapports santé-génétique étaient plus complexes qu'ils ne l'avaient au préalable imaginé. Et, autre élément de surprise, c'est que finalement le génome, cette fameuse molécule totem, ne faisait pas tout. Et qu'il y avait d'autres éléments à prendre en considération, notamment l'épigénétique, qui est ce changement dans l'expression des gènes, qui est notamment conditionné par l'environnement. Donc finalement, le génome ne s'exprime pas de manière indifférenciée selon les lieux, etc. Suivant que vous viviez à tel endroit, que vous ayez tel mode de vie, etc., certaines parties du génome vont s'exprimer et non d'autres. Donc il faut comprendre les mécanismes de cette expression différenciée, mais également, et c'est l'objet donc de ce cours, il s'est avéré que les microbiotes jouaient un rôle très important dans la biologie des êtres humains. Alors, les microbiotes nous ont notamment permis de reconsidérer ce qui fait un organisme. Regardez cette représentation. Qu'est-ce que nous indique cette représentation ? Bien que la majeure partie des gènes, c'est le 90% indiqué sur cette diapositive, sont microbiens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez une panoplie de gènes différents, et le plus grand nombre, 90% des gènes différents, sont microbiens. Cette diapo nous indique également, avec le rapport, vous voyez cette diapo, c'est 1,3 fois, qu'il y a moins de cellules humaines que de cellules bactériennes. Il y a 1,3 fois plus de cellules bactériennes que de cellules humaines. Et on peut continuer. Il y a 100 trillions, soit 1 milliard de milliards de microbes. C'est-à-dire qu'il y en a plus qu'il n'y a d'étoiles dans la Voie lactée. La majorité de ces microbes se trouvent dans le tractus gastro-intestinal, donc en gros dans l'intestin. Si on pouvait les extraire d'un coup et les peser, on se remarquerait qu'ils pèseraient à peu près 2 kg. Et il y a plus de 10 000 espèces différentes qui vivent et se logent dans l'organisme humain. On pourrait continuer ici à décrire tout ce que ces sciences du microbiome et du microbiote nous permettent de découvrir. Simplement, remarquez ici, encore une fois, le caractère très particulier donc, de ce corps humain qui n'est plus une entité individuelle, mais qui, dès lors, est composé de tas d'espèces différentes. Nous y reviendrons. Je mentionne simplement un point, c'est les technologies qui nous ont permis de comprendre et de voir cela. Ces technologies, ce sont des technologies dites métagénomiques. La métagénomique, c'est l'ensemble des technologies qui permettent d'analyser l'ADN, le matériel génétique contenu dans un milieu, le sol, l'eau, l'intestin, et de manière indifférenciée. Bon. Quelques définitions, car je fais depuis le début, comme si vous saviez, toutes et tous, de quoi nous parlions. Bon. Dans un premier temps, micro-organisme. Qu'est-ce qu'un micro-organisme ? C'est un organisme microscopique. C'est-à-dire que la définition de cet organisme repose sur l'invisibilité à l'œil nu humain qui le caractérise. Or, dans ces micro-organismes, on a toute une série de micro. Il y a les bactéries, il y a les champignons, il y a les levures, il y a les virus, il y a les archées, etc., etc. Qu'est-ce qu'un microbiote ? Un microbiote, c'est la communauté écologique de micro-organismes dans un environnement ou un milieu donné. Exemple, microbiote intestinal, microbiote buccal, microbiote marin,
pour les microbiotes qui sont caractérisés dans les milieux maritimes, microbiote des sols, qui varient d'un sol à l'autre, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle microbiote, donc communauté écologique de micro-organismes spécifiques à un milieu. Microbiome, puisque on l'a vu sur la diapo précédente, c'est le terme qui était utilisé. Microbiome, c'est un terme qui sert quant à lui à définir l'ensemble du génome d'un microbiote. Donc microbiote, écologie et ensemble du micro-organisme et les relations qu'il compose. Microbiome, ensemble du génome qui compose ces organismes, ou qui caractérise ces organismes. Bon. Là, nous sommes en 2012. Deux grandes revues, l'une américaine, l'autre anglaise, Nature dans un premier temps, The Economist de l'autre, qui font la publicité des résultats, non pas des premiers résultats, pardon, non plus du programme génome humain, mais du microbiote, du programme microbiote humain, qui est un nouveau programme qui a succédé au programme génome humain. Je reviendrai très rapidement là-dessus après. Alors, que nous montrent ces couvertures? Elles nous montrent, dans un premier temps, regardez la couverture de The Economist, c'est une couverture, enfin c'est une image relativement célèbre, c'est l'homme de Léonard de Vinci, l'homme de Vitruve, qui était censé représenter les proportions parfaites du corps humain. Ce corps humain n'est plus représenté de la même manière, même si les proportions sont conservées ici. Qu'est-ce qui compose cet être humain? Si on le regarde de près, c'est toute une série de microbes et de micro-organismes. La couverture de Nature, c'est du même type. On voit le visage d'une femme en transparence, et qu'est-ce qui apparaît? La multitude de microbes qui la composent. Donc, l'une des conséquences de ces sciences du microbiote, c'est une reconsidération fondamentale, on l'a déjà évoqué, de ce qu'est un organisme humain. Donc, non plus une entité singulière, individuelle ou discrète, mais un écosystème. Nous sommes des créatures multispécifiques, donc composées de plusieurs espèces, des êtres chimériques, des monstres fabuleux d'une certaine façon. Et les scientifiques ont inventé des termes pour nommer cette nouvelle entité biologique que sont les organismes humains. Ils parlent d'holobiontes ou de supraorganismes. Alors j'ai dit depuis le début organisme humain, mais ceci vaut pour tous les organismes, au sens où ces sciences du microbiote se sont rendues compte finalement que tous les organismes biologiques étaient des organismes chimériques, composés de plusieurs espèces, etc. On reviendra très rapidement dessus un peu plus tard. Donc, premier point, on l'a vu avec la diapo précédente, reconsidération de ce qui fait et de ce qu'est un organisme humain. Deuxième point, reconsidération de ce que sont et de ce que font les microbes. Les microbes sont moins considérés comme des ennemis de la santé, dans ces sciences du microbiote, que comme des compagnons et de potentiels alliés pour la restauration d'états de santé dégradés. Et là, je vous ai mis sur cette diapo quelques éléments qui vous montrent notamment l'actualité littéraire scientifique, de cette reconsidération de ce que sont les microbes. Une affiche d'une exposition qui avait lieu à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris, consacrée au microbiote, et toute une série d'ouvrages relativement récents qui traitent du microbiote. En bas, celui d'Ed Young, Moi, microbiote, maître du monde. Ed Young, qui est un célèbre journaliste scientifique du New York Times, notamment, et d'une autre revue américaine qui s'appelle Atlantic. Si vous voulez une introduction sur le microbiote, je vous conseille vraiment ce livre, c'est fascinant, c'est très bien écrit, ça vous plonge dans la façon dont ces sciences redéfinissent radicalement les mondes dans lesquels nous vivons. En haut, à droite, l'incroyable pouvoir de votre microbiote, des chercheurs Sonnenburg, qui sont des pointes, des chercheurs de pointe, ou à la pointe plutôt, dans ces recherches. À gauche, Dirt is Good, de Jack Gilbert et de Rob Knight, deux grands autres chercheurs de ce monde des microbiotes. Et en bas, Let Them Eat Dirt. Alors vous voyez, avec Dirt is Good et Let Them Eat Dirt, on voit un peu déjà ce qu'implique cette reconsidération des microbes, puisque la saleté, plutôt que d'être quelque chose dont il faudrait se protéger, devient, dans ce champ d'étude des microbiotes, quelque chose qui est valorisé. Alors je fais une parenthèse, on voit très bien ici, dans la pandémie que nous traversons, que l'aspect positif
des microbes que mettent en avant ces sciences est mise à mal par l'irruption du SARS-CoV-2 notamment. Ici, il faudrait développer davantage, parce que peut-être en fait que ces sciences du microbiote nous donnent des éléments pour apprendre à considérer autrement ce virus. Et plutôt que de vouloir faire la guerre à ce virus, il faudrait peut-être l'accompagner à se comporter autrement. On traitera éventuellement de ces points en conclusion. Je me permets juste ici simplement de dire qu'il n'y a pas de contradiction foncière entre le fait qu'aujourd'hui, dans cette pandémie, nous cherchons essentiellement à lutter contre ce microbe et ce que proposent les sciences du microbiote. Peut-être que nos modes de gouvernement de la pandémie, notre conception dominante et notre compréhension dominante du virus devraient davantage être, comment dirais-je, nourris par ces sciences du microbiote pour que nous puissions apprendre collectivement à réagir autrement face à ce type de pandémie. Donc, reconsidération des organismes humains, on l'a vu avant, reconsidération de ce que sont les microbes, on vient de le voir, mais que font ces microbes dans nos corps? Alors là, je ne vais pas être exhaustif, mais simplement évoquer quelques points. Bon, premier point, ça résonne avec ce que je viens de vous dire sur la pandémie, ils entraînent notre système immunitaire. C'est-à-dire que si vous avez des microbiotes en bonne santé écologique, eh bien ces microbes permettent à votre corps de reconnaître un agent pathogène d'un agent qui ne l'est pas. Permet aussi d'amoindrir la pathogénicité, donc le caractère pathogène d'un micro-organisme. C'est-à-dire que si vous avez une bonne écologie microbienne, eh bien un organisme, même pathogène, aura beaucoup plus de difficultés à affecter votre santé de manière négative que si vous avez des écologies détraquées. Donc il entraîne notre système immunitaire. Enfin, ces microbes entraînent notre système immunitaire. Ces microbes digèrent également certains de nos aliments. Donc, par exemple, une nourriture riche en fibres est préférentiellement digérée par certains microbes et pas par d'autres, etc. Donc en fait, selon ce que vous mangez aussi, vous nourrissez différemment les microbes qui vous composent. Et il y a des nourritures, si vous n'êtes pas doté de ces microbes, que vous ne réussissez pas à digérer. Il dégrade également certaines substances toxiques. Les recherches ont notamment montré récentes que les substances toxiques que nous ingérons, du fait de la nourriture industrielle que nous ingérons, des environnements toxiques ordinaires dans lesquels nous vivons, sont dégradées par certains micro-organismes. Quatrième élément, ces microbes conditionnent nos manières de penser et de nous comporter. Alors, il y a des études fascinantes qui ont été faites sur des communautés de hyènes, et également sur des souris de laboratoire, qui montrent que selon la composition de nos microbiotes, ou des microbiotes de ces espèces, ces espèces se comportent différemment. Donc l'inconscient, qui est une vieille invention de la fin du 19e siècle, une invention de la psychanalyse notamment, aujourd'hui devient un inconscient microbien. Et je trouve que c'est tout à fait intéressant de voir ici, dans nos manières de sentir, de penser, d'imaginer le rôle de ces microbes. Bon. Et ce que je viens de vous dire là, comme je l'ai déjà dit avant également, concerne tous les êtres vivants, à l'exception de souris de laboratoire dites gnotobiotiques, qui sont représentées là, dont j'ai une photo ici sur cette diapo, qui sont des souris qui ont été spécifiquement produites en laboratoire et qui sont dénuées de tout microbe. Et l'enjeu de la production de ces souris en laboratoire, c'est justement d'envisager le rôle de tel ou tel microbe et de telle ou telle composition microbiotique sur leur comportement. Donc si on fait un petit moment de synthèse sur ce que font ces microbes, alors d'une part, d'un point de vue génétique, on a bien vu que la majorité des gènes sont microbiens dans nos corps. D'un point de vue immunologique, ils forment et font partie du système immunitaire. D'un point de vue du développement, je ne développe précisément pas ce point, ils jouent également des rôles aux étapes clés du développement d'un organisme. Du point de vue anatomique, le rapport cellule humaine, cellule microbienne, on l'a vu, est à l'avantage des cellules dites microbiennes. Du point de vue physiologique, on l'a vu, l'alimentation, le métabolisme est d'une certaine façon gouverné également, ou en tout cas fortement conditionné par ces microbes. Mais également un point qu'on n'a pas abordé, du point de vue de l'évolution, la prise en considération de ces microbiotes modifie radicalement la façon dont nous avions l'habitude de penser l'évolution des organismes. Je vais m'arrêter 2 petites minutes sur ce point. Pour l'évolution, ce qui apparaît progressivement, c'est ce qu'on pourrait qualifier en un mot le primat de la symbiose. C'est-à-dire que la symbiose est un processus, un phénomène qui domine
les phénomènes évolutifs dans le monde biologique. Alors, qu'est-ce que la symbiose? La symbiose, c'est une association biologique durable entre des organismes d'espèces différentes. L'exemple que vous avez certainement déjà dû rencontrer dans vos études, c'est celui du lichen, qui est composé de l'association d'une algue et d'un champignon. Alors pour les mammifères, on voit bien que la symbiose est notamment caractérisée par cette, comment dirais-je, codétermination des microbiotes et de l'organisme humain. Si bien qu'il est difficile de différencier ce qui appartient de l'un et ce qui appartient à l'autre. Donc on voit bien là, on est typiquement dans un élément de symbiose. On peut rajouter une couche supplémentaire sur la façon dont ces considérations nous ont permis d'envisager autrement les processus évolutifs. La mitochondrie, qui est un organite cellulaire, donc qui est présent dans la cellule, ce petit organite qui produit de l'énergie pour la cellule. Eh bien, les recherches scientifiques aujourd'hui tendent à accepter, à prouver, à démontrer que l'origine de cette mitochondrie dans nos cellules est d'origine donc endosymbiotique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une cellule ancestrale aurait phagocyté une bactérie qu'elle n'aurait pas réussi à digérer entièrement. Cette bactérie se serait finalement plu dans cette nouvelle cellule et serait progressivement devenue mitochondrie. Pour le monde végétal, vous avez le même exemple avec les chloroplastes. Ce qui fait dire d'ailleurs à une chercheuse qui a beaucoup d'humour et que j'aime également beaucoup, qui s'appelle Donna Haraway, qui est une philosophe des sciences, qui dit que finalement ce qui gouverne principalement les processus d'évolution, ce sont des mécanismes d'indigestion. Cette bactérie qui n'est pas entièrement digérée par cette cellule. Donc les mitochondries, endosymbiose ancestrale, mais nos génomes, alors là j'ai envie de dire dans les cellules humaines, strictement humains, entre guillemets, sont composés à 5 à 6%, sont d'origine virale. Et notamment, nous devons à un génome viral la capacité que les mammifères ont, donc que nous avons également, enfin surtout les mammifères femelles, à générer des protéines placentaires. En gros, il n'y a pas de mammifère sans infection virale d'un de nos ancêtres. Puisque, en fait, le génome viral a permis de produire des protéines que les corps plutôt de nos ancêtres ne produisaient pas. Donc on voit bien ici que, contrairement à ce que considérait l'évolution classiquement, une espèce qui se différencie, qui est progressivement sélectionnée par les environnements, etc., eh bien ça ne fonctionne plus, puisque l'évolution, plutôt que de sélectionner des individus au sein d'une espèce, sélectionne des relations de symbiose, des agencements entre plusieurs espèces qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Bon, globalement, ce qu'il faut retenir de tous ces points, c'est que les microbes, les microbiotes et les sciences du microbiote nous permettent de redéfinir radicalement ce qu'est un être humain et remet en question fondamentalement l'individualité biologique et les frontières de l'organisme. Mes frontières ne s'arrêtent plus à ma peau. Le soi, le non-soi sont radicalement redéfinis. On a vu tout ça. Et c'est ça qu'il faut retenir. Nous ne pouvons plus penser de la même façon ce qu'est un organisme depuis les sciences du microbiote. Je les ai évoquées rapidement, mais ces recherches se font notamment et ont donné lieu notamment à 2 grands programmes de recherche. Donc après le projet Génome humain, le Human Genome Project, HGP, on a le projet Microbiome humain, qui est un projet américain. On a l'équivalent en Europe avec le MetaHit, qui est le Metagenomic of the Human Intestinal Tract. Et il y a plein d'autres projets de ce type-là. Si je les évoque ici, c'est pour dire que finalement les microbiotes sont en train de devenir les nouveaux totems des sciences biologiques et biomédicales contemporaines et tendent à remplacer progressivement l'ADN, non pas à le remplacer définitivement, mais à attirer de plus en plus l'attention des recherches scientifiques. Et l'enjeu de ces programmes de recherche consiste notamment à caractériser les microbiotes humains pour mieux comprendre donc, leur impact sur la santé et les maladies humaines. Alors, on comprend peut-être un peu mieux maintenant pourquoi ces chercheurs du MIT et de l'IRD se retrouvent dans les forêts tropicales du Cameroun pour collecter des microbiotes intestinaux. Puisque ces microbiotes, dits intestinaux, sont les plus denses, considérés comme les plus denses du corps humain, et ils sont considérés comme fondamentaux pour comprendre la biologie humaine.
Pourquoi des excréments? Précisément parce que les excréments sont une manière d'accéder aux microbiotes intestinaux. Ils condensent, ils comprennent, ils sont produits par l'ensemble de ces microbes, enfin une partie tout du moins de ces microbes qui sont présents donc dans le tractus intestinal. Alors nous allons maintenant passer au chapitre 2 de ce cours, et nous allons revenir sur une histoire que vous connaissez déjà quelque peu, puisque c'est une histoire que nous avons traversée ensemble l'année passée lors des enseignements de SHS en L1 SPS. Cette histoire, c'est celle des microbes et des campagnes de guerre ou d'éradication qui ont été menées contre ces derniers depuis ce que l'on appelle l'invention, à la fin du 19e siècle, donc de la bactériologie. Alors pourquoi revenir sur cette histoire? C'est précisément pour faire contraste avec cette nouvelle manière contemporaine d'aborder les microbes, et pour comprendre un peu mieux l'état actuel, précisément, de nos microbiotes. Alors, vous vous rappelez que le 19e siècle, et nous avions insisté sur ce point lors des enseignements l'année passée, était l'occasion de transformations radicales des milieux sociaux, c'est-à-dire de nos manières de faire société, des milieux industriels, au sens où jamais jusqu'alors autant de charbon n'avait été consommé, autant d'usines n'avaient été érigées, autant de poisons n'avaient été déversés dans les eaux, dans les airs, etc. Transformation radicale également des milieux urbains, avec une explosion démographique inouïe dans l'histoire des hommes. Transformation également des milieux liés à la colonisation. Des transformations, on l'avait vu notamment dans le cadre de la maladie du sommeil, la façon dont la colonisation a radicalement transformé les manières de faire société des populations colonisées et les environnements dans lesquels vivaient ces populations. Donc un ensemble de transformations absolument inouïes dans l'histoire des hommes, qui a participé d'une reconfiguration sans précédent des relations entre humains et microbes. Et ceci, vous le rappelez, a notamment conduit à l'émergence, la genèse de toute une série d'épidémies au XIXe. Choléra, fièvre jaune, maladie du sommeil, syphilis, etc., etc. Et c'est dans ce cadre-là que nous avions ensemble envisagé l'invention de la bactériologie. Et la bactériologie avait ceci d'utile pour ce monde en transformation qu'elle permettait, contrairement à la médecine des milieux, à la médecine néo-hippocratique notamment, qui la précède, elle permettait, la bactériologie, de ne plus avoir à considérer les transformations du milieu pour envisager ce qui produit une maladie, mais elle permettait de détecter et de repérer, de pister un seul agent pathogène. Donc on passe des milieux aux microbes. Vous vous rappelez de cette affiche que nous avions analysée ensemble, et dorénavant, ce n'est plus toutes ces transformations que nous avions évoquées qui sont considérées pour comprendre pourquoi tant d'épidémies, mais c'est la présence ou non de tel ou tel microbe. Le microbe, voilà l'ennemi. Et avec cette invention de la bactériologie, s'est mis en place un rapport aux microbes qui n'a cessé de s'amplifier jusqu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale notamment, un rapport aux microbes qui est un rapport guerrier et la mise en place donc de campagnes d'éradication. La pandémie que nous vivons aujourd'hui est typiquement dans ce type encore de logique de guerre et de tentative d'éradication du virus qui met à mal la manière dont nous faisons société. Ceci a conduit à l'invention de toute une nouvelle série de pratiques. Des désinfections qui se sont généralisées, la pasteurisation des aliments, l'assainissement des eaux usées et la chloration des eaux de consommation. Vous avez ici sur cette diapo un dispositif inventé au début du XXe siècle pour chlorer les eaux et ainsi les débarrasser de tout microbe éventuellement pathogène qui pourrait s'y retrouver. Également l'invention de la vaccination et plus tard la généralisation de l'usage d'antibiotiques. L'image ici, ce sont des fioles de pénicilline que vous avez sur cette diapo. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que cette histoire, qui est une histoire donc, qui reflète la façon dont notre compréhension des microbes a transformé nos relations à ces derniers, cette histoire est caractérisée par une constante, qui est celle de la nécessité d'éradiquer, de s'éloigner ou de rompre certaines relations avec les microbes pour précisément stabiliser ces nouvelles relations sociales qui ont émergé depuis le 19e siècle. En gros, et pour le SARS-CoV-2 ou l'épidémie de Covid, on le voit bien, plutôt que de réduire drastiquement
le commerce des personnes et des marchandises, puisque c'est notamment ce commerce qui a permis à une épidémie, pour la première fois dans l'histoire, à un microbe, pardon, pour la première fois dans l'histoire, de circuler aussi rapidement et de devenir épidémique, plutôt que de remettre en considération ces transports de marchandises, d'humains, on va chercher à inventer des manières de rompre les relations avec ce microbe, gestes barrières, masques, etc., ou de transformer nos corps, nos immunités, pour permettre que la rencontre avec ce microbe, le virus du SARS-CoV-2 notamment, ne soit pas trop dommageable. Et on voit bien donc ce que permet la bactériologie, mais elle permet aussi du coup de ne pas avoir à interroger la façon dont nos manières de faire société sont responsables dans la production de cette épidémie. Bon. Cette histoire, elle a des conséquences. Je vous mets ici deux couvertures d'ouvrages importants dans la compréhension de ce que cette histoire que je viens très brièvement de relater produit dans nos intestins. Alors à gauche ou à droite, donc Missing Microbes de Martin Blaser. Martin Blaser est vraiment un des papes du microbiote. Il enseigne et il fait ses recherches, il effectue ses recherches à la Rutgers University dans le New Jersey. Et dans cet ouvrage, il montre notamment comment l'usage déconsidéré ou inconsidéré, toujours des guillemets ici, des antibiotiques, mais également l'histoire plus longue que je viens de raconter ici, a produit une altération très importante de nos microbiotes. An Epidemic of Absence de Moses Velasquez-Manoff, qui est un journaliste du New York Times, également scientifique du New York Times, nous donne à entendre par ce nom, une épidémie de l'absence, que dorénavant, nous avons affaire non pas à une épidémie engendrée par la rencontre de microbes pathogènes, mais au contraire par leur absence. Car cette absence de microbes dans nos microbiotes a des conséquences sanitaires. Donc, quelles sont les conséquences de cette histoire que je viens de vous raconter? D'une part, on l'avait vu l'année dernière, une résistance aux antibiotiques. Donc, il y a des bactéries qui ont appris en fait, à évoluer, à réagir face à cet usage massif des antibiotiques qu'on utilise dans l'élevage, dans la médecine humaine, etc. Et elles ont appris à développer donc des résistances à ces dernières. Mais pour notre cas, ce qu'il faut retenir, c'est que cette histoire a également conduit à une altération donc, des microbiotes humains. D'autres facteurs sont évoqués pour comprendre l'altération de ces microbiotes humains. Des environnements plus aseptisés, les transformations de nos relations aux animaux. Nous avons des relations beaucoup moins fréquentes avec toute une série d'animaux, si ce n'est les animaux domestiques. Une relation différente avec les eaux, les sols. Les eaux sont chlorées, les sols, nous marchons tous avec des chaussures sur la plupart du temps des surfaces transformées, macadamées ou des surfaces d'intérieur. Transformation de nos alimentations. On mange de plus en plus d'aliments dits ultra transformés. L'allaitement post-accouchement également, qui est parfois moins... comment dirais-je, ça commence à changer, mais qui était moins fréquent qu'il ne l'était auparavant. L'usage, parfois inconsidéré également, de césariennes. Les lieux de naissance qui sont complètement aseptisés, donc les hôpitaux sont des lieux de naissance complètement aseptisés. Donc ensemble, toutes ces transformations, là je vais très vite, on pourrait les considérer une à une de façon critique et analytique, mais ce n'est pas l'objet de ce cours. Ensemble, ces transformations ont radicalement modifié nos relations avec les microbes. Et donc les conséquences de ces transformations, c'est donc que les chercheurs constatent qu'il y a des espèces, littéralement, en voie de disparition dans nos intestins et nos estomacs. Là, je prends l'exemple d'Helicobacter pylori, qui est la bactérie qui est présumée être responsable de l'ulcère de l'estomac. Un prix Nobel a été décerné d'ailleurs en 2005 aux chercheurs qui ont démontré cela. C'est plus compliqué que ça. Et donc, conséquence de ces transformations, c'est que la microbiodiversité intestinale est considérée aujourd'hui comme étant en danger. Alors pourquoi c'est préoccupant ? Parce qu'il y a de fortes chances, supposent ces chercheurs, que cette altération des microbiotes soit responsable de cette fameuse épidémie de l'absence, d'une épidémie, entre guillemets, de maladies dites chroniques, de maladies du métabolisme, comme peut être le diabète, de maladies auto-immunes, comme peuvent l'être également toutes les maladies allergiques. Cette altération des microbiotes peut également expliquer une certaine vulnérabilité de nos organismes à certaines maladies infectieuses. Donc on a ici un ensemble d'hypothèses fortes qui conduisent à dire que l'altération de ces microbiotes serait responsable de toutes
de tout ou partie enfin, de ces maladies, du chronique, du métabolisme et auto-immune. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que ce que constatent ces chercheurs, c'est que nous assistons à une rupture récente de relations de longue durée avec ce que certains chercheurs appellent des compagnons microbiens, donc des compagnons symbiotiques. Durant notre histoire évolutive, durant l'histoire évolutive d'Homo sapiens, ces microbes étaient présents. Et depuis un siècle et demi, à peu près, nombre de relations que nous tissions avec ces microbes ont été interrompues. Pour le dire autrement, nous constatons la crise écologique dans nos intestins. Et ce qui est important, c'est que donc tout ceci est le résultat d'une histoire récente, une histoire récente qui s'inscrit dans nos entrailles, dans nos corps, et des chercheurs ont utilisé cette expression de biologie située pour en rendre compte. Ça veut dire quoi ? Une biologie située veut dire que notre biologie n'est pas universelle, comme le prétendaient notamment les sciences biologiques de la fin du XIXe siècle. Notre manière la manière dont nos corps fonctionnent, la manière dont nos métabolismes sont à l'œuvre, etc., la façon dont nos biologies humaines s'expriment, est fondamentalement déterminée par l'histoire dont nous héritons et par les milieux dans lesquels nous vivons. Alors la question qu'il faut se poser, c'est comment cette hypothèse de microbiote altéré qui produit cette épidémie de l'absence s'est construite. Elle s'est essentiellement construite via des enquêtes épidémiologiques qui, depuis le début des années 2010, ont justement récolté ces microbiotes intestinaux auprès de populations dites de chasseurs-cueilleurs. Les études métagénomiques de ces microbiotes intestinaux, donc en gros l'analyse des génomes présents dans ces milieux que représentent les excréments et ces microbiotes intestinaux, ont démontré que ces populations de chasseurs-cueilleurs avaient une diversité microbiotique plus grande que celle présente dans les intestins d'êtres humains urbains occidentaux, et qu'on y relève notamment un nombre de taxa différents bien plus grand, en gros une diversité, une microbiodiversité donc globalement plus grande et donc variée. Et elle repose sur une hypothèse que les maladies dites chroniques sont davantage constatées dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. Et ce contraste pourrait donc s'expliquer par une altération plus grande des microbiotes intestinaux dans les intestins des êtres humains urbains et occidentaux, comparativement à ceux donc, de ces populations de chasseurs-cueilleurs. Et donc on voit ce type de choses apparaître dans la littérature scientifique, c'est que des biologies sont liées à des modes de vie ou à des stratégies de subsistance. Là, vous avez 3 catégories extrêmement problématiques. Malheureusement, on n'aura pas le temps de procéder à l'analyse de ces catégories ici, mais de chasseurs-cueilleurs, d'agriculteurs et d'industrialisés. Je dis elles sont extrêmement problématiques parce que globalement, elles ne correspondent pas à grand-chose. Les chasseurs-cueilleurs cultivent. Il y a des tas d'agriculteurs qui vont aussi chasser et cueillir. Il y a des modes de vie dits industriels, donc dans des villes notamment, qui sont beaucoup plus hétérogènes que cela. Et puis, en fait, elles reconduisent tout un imaginaire colonial très problématique. Bon, je vous mets peut-être l'eau à la bouche. Je vous inviterai à lire 2 ou 3 choses plus tard, mais on s'arrête là. Ce qui est important ici de constater, c'est qu'est mis en parallèle des modes de vie, des milieux de vie et des biologies. Bon, on va récapituler ce qu'on a vu depuis le début de cet enseignement. Bon. 1. Les organismes humains, ce ne sont pas des organismes individuels, ce ne sont plus des organismes individuels, mais ce sont des organismes donc dits multispécifiques. Les microbes, de moins en moins, il faut relativiser ce point, envisagés comme des ennemis, mais vraiment comme de vieux compagnons, avec lesquels nous avons finalement, on n'a pas pris soin des relations que nous tissions avec ces derniers. C'est comme, justement, des amis dont vous n'avez pas pris soin de l'amitié, et bien cette relation s'est altérée. C'est comme ça qu'il faut considérer ces microbes. Et ça a des conséquences. Ça a des conséquences sanitaires, de mauvaises relations produisent donc des conséquences, ici en l'occurrence avec les microbes, qui touchent à la santé. Les frontières entre organismes et environnement sont poreuses, et peut-être même que poreux n'est pas le bon terme, puisqu'en fait mon corps ne s'arrête pas à ma peau, mais il s'embarque dans une histoire de plus d'1 siècle et demi, donc il s'inscrit dans une histoire industrielle de plus d'1 siècle et demi, et en même temps il est complètement poreux à tous ces milieux, à ce que je mange, à ce que je respire, etc. Et donc, l'histoire récente de nos sociétés, à peine plus d'1 siècle, la transformation des modes de vie et des environnements ont un impact direct sur nos biologies et nos santé, et ceci est constaté
via nos relations aux microbes. Peut-on faire quelque chose pour enrayer cette altération des microbiotes et ses conséquences sanitaires? Alors il y a des pratiques qui commencent à émerger depuis une dizaine d'années, et une pratique notamment qui a montré des vertus extrêmement importantes, c'est ce qu'on appelle la transplantation fécale. Fecal Medical Transportation, c'est FMT. Bon. Donc en fait, on va collecter des excréments chez des donneurs. Alors bon, l'excrément est analysé, etc. Et si ce sont des excréments qui sont dits de bonne qualité, eh bien on va les utiliser comme agent thérapeutique. Et la transplantation fécale a notamment fait preuve d'extrêmement bons résultats dans des essais cliniques liés à une infection à Clostridium difficile. Clostridium difficile, c'est une bactérie qui produit des diarrhées très importantes, dont on peut mourir, etc. Les chercheurs et les médecins n'avaient aucun traitement véritablement efficace. Et là, si vous êtes traité par une transplantation fécale alors que vous êtes infecté par Clostridium difficile, vous avez 9 chances sur 10 de vous en sortir. C'est extraordinaire. Jamais un agent thérapeutique n'avait été aussi efficace dans l'histoire de la médecine. Alors, il y a des tas d'essais cliniques aujourd'hui qui expérimentent les effets de la transplantation fécale sur d'autres types de pathologies. Et là, simplement pour comprendre, en fait, c'est qu'avec la transplantation fécale, on restaure une écologie intestinale. Et cette restauration de l'écologie intestinale permet, en fait, à vos microbes de se débarrasser de Clostridium difficile et donc de rendre cette bactérie pathogène beaucoup moins dangereuse qu'elle ne l'était auparavant. Des tas de pratiques, ça vous avez dû le voir, notamment aussi dans les revues, les journaux, etc. De nouvelles manières de se nourrir. On évoque aussi des prébiotiques. Donc des prébiotiques, c'est justement de la nourriture ou des médicaments qui sont censés favoriser la croissance de certaines bactéries, certains micro-organismes dans nos intestins. Ou de probiotiques, là c'est littéralement, on utilise des bactéries ou des communautés bactériennes particulière pour réensemencer nos intestins. Donc là, je vous donne quelques exemples ici de la façon dont la médecine contemporaine envisage d'éventuellement restaurer certains microbiotes altérés. Et là, je vous ai mis sur cette diapo justement deux images. La première en haut à droite, c'est une image que vous pouvez retrouver dans le métro de Boston, qui en appelle en fait à faire don des excréments pour $40. Et l'image du dessous, Open Biome, c'est l'image de la page web de la plus grande banque d'excréments au monde et qui fournit toutes les États-Unis notamment, mais également le Canada, en échantillons d'excréments pour la transplantation fécale. Bon. Mais revenons à notre histoire de scientifique dans les forêts tropicales du Cameroun. Donc on comprend pourquoi ils sont là, pour étudier le microbiote intestinal, qui est devenu une sorte de nouveau totem des sciences biomédicales. Mais pourquoi des populations de chasseurs-cueilleurs? Vous comprenez aussi, c'est que ces microbiotes sont censément considérés comme étant plus riches et plus diversifiés. Donc il s'agit de les collecter pour les conserver et éventuellement faire en sorte qu'un jour, ils puissent participer d'une restauration plus consistante des microbiotes des populations urbaines et occidentales. Et ces chercheurs qui partent à la collecte de ces microbiotes considèrent qu'il y a urgence à le faire. Il y a urgence à le faire parce que selon les projections de nombreux organismes, et notamment des projections de l'ONU, en 2050, plus de 2,5 milliards de personnes de plus habiteront dans les villes. C'est-à-dire que, là j'ai un petit doute, mais en tout cas, c'est plus de la majorité de la population mondiale vivra en ville. Ça veut dire que ces modes de vie, de chasseurs-cueilleurs, etc., auront disparu. Et si ces modes de vie disparaissent, les microbiotes qu'ils impliquent auront également disparu. Donc il y a une urgence à les collecter, et c'est donc ce à quoi procèdent ces chercheurs. Je vais aller très vite là, mais du coup, ils caractérisent une série de populations dites cibles, qui sont prétendument relativement indemnes des modes de vie occidentaux. Ils organisent des campagnes de collecte, ils vont négocier avec les membres de ces communautés, ils vont collecter, ils vont utiliser une technique dite de cryogénisation, c'est-à-dire la capacité à
à refroidir, à congeler à des températures avoisinant les moins 200 degrés, c'est moins 196 degrés Celsius à peu près, et donc de faire en sorte que ces excréments, ces échantillons soient bien conservés pour les transporter jusqu'à leur laboratoire. En laboratoire, donc comment ces échantillons, comment ces microbiotes finalement sont conservés, donc à moins 196 degrés, mais également ils sont cultivés, c'est-à-dire que des parties de ces échantillons vont être utilisées pour faire de la culture bactérienne en laboratoire, et on va également conserver leur code génétique, donc on va le décoder et conserver tout ça dans des logiciels. Alors, l'enjeu de restauration, en fait, il est double. Il n'est pas double. L'enjeu de restauration, c'est l'idée selon laquelle la compréhension des fonctionnements des microbiotes pourrait, et leur mise en culture, aboutir à la production d'agents thérapeutiques. D'une part, donc il est bien double, à la production d'agents thérapeutiques, donc des communautés bactériennes contrôlées qui auront été extraites de ces échantillons, etc. Et de l'autre, pourrait également aboutir à des recommandations de santé publique différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. Bon, ce que je vous propose maintenant, c'est de commencer un tout petit peu à analyser d'un point de vue critique cette histoire de collecte et de conservation. Premier point, c'est en comparant les milieux qui sont nécessaires à l'entretien, à la production, à la vie de ces microbiotes et les milieux de conservation. Donc vous l'aurez bien compris, je crois, ces microbiotes sont le fruit d'une longue histoire d'interactions spécifiques avec les milieux, ce qu'on mange, l'histoire dont nous héritons, ce qu'on respire, ce qu'on boit, nos relations avec les animaux, etc., etc., etc. C'est ça qui fait des microbiotes. Comment va-t-on conserver ces microbiotes dans des frigos et dans des milieux de culture qui sont des milieux de laboratoire. Là, je vous ai mis sur cette image donc, des images de mon terrain, justement, en bas, ces fameux frigos à moins 196 degrés, également une image d'une culture bactérienne issue de ces excréments. Et je vous ai également mis cette image dans le coin, en haut à droite, c'est Svalbard. En fait, c'est une image que vous avez peut-être rencontrée, c'est la banque de graines en Norvège, qui est littéralement construite dans le permafrost, et qui est en fait un peu le modèle de ces campagnes de collecte et de conservation, qu'on va conserver au froid, pour l'avenir de l'humanité, des échantillons. Donc vous voyez, simplement, comment dirais-je, je vais passer à la diapo suivante. Vous voyez en fait le problème que ça peut poser. Ça pose plusieurs problèmes. C'est que d'une part, on l'a vu, seules les bactéries sont cultivées dans ces pratiques. Alors qu'il y a des virus, il y a des champignons, il y a des phages, qui est une catégorie de virus très particulière, il y a des archées, etc., qui composent ces microbiotes. Bon. Peut-on dire que l'on conserve des microbiotes, même si une partie est à moins 196 degrés et les excréments sont conservés, si finalement on est capable de mettre en culture que les seules bactéries? Et encore, il y a des tas de bactéries qui sont récalcitrantes à la mise en culture. On ne réussit pas à les cultiver, simplement parce qu'elles vivent dans des milieux très singuliers, nos intestins, et qu'en fait, les transplanter dans des milieux de laboratoire, c'est pas facile, il faut inventer. Alors on y arrive de plus en plus, mais il y a des tas de bactéries qu'on ne réussit pas à réactiver, à réanimer. Donc on ne cultive que les bactéries, contrairement à l'ensemble des micro-organismes que composent ces microbiotes, et en plus seulement certaines d'entre elles. Autre point important, les bactéries sont des êtres extraordinairement métamorphiques, au sens où elles s'adaptent, elles se transforment en fonction des milieux dans lesquels elles se trouvent. Donc les bactéries laboratoires, lors d'un terrain, j'ai rencontré une chercheuse qui me parlait d'Escherichia coli et qui me disait « E. coli is the pet of the lab », c'est l'animal domestique du laboratoire. Les bactéries vont être transformées. Donc qu'est-ce qu'on conserve de ces microbiotes originaux? Pas grand-chose. Donc si on fait la somme de ce que je viens de vous dire à l'instant, 1. Que des bactéries et que certaines. 2. Des bactéries qui vont être transformées par le milieu. 3. Un milieu extrêmement pauvre, le laboratoire et ses frigos, alors que ces microbiotes sont le produit d'une histoire et d'interactions beaucoup plus riches. Qu'est-ce qui est véritablement conservé? Bon. C'est des questions qu'il faut savoir poser lorsque l'on fait et lorsqu'on étudie les recherches scientifiques. Deuxième point. Autre type de problème, pour les communautés humaines en l'occurrence ici. On a typiquement ici un exemple de ce qu'on peut appeler le biocolonialisme ou le bioextractivisme. Ce sont des microbes qui deviennent des ressources pour les pays du Nord. Donc on va collecter auprès de populations en danger et reconnues comme telles, puisqu'elles risquent de disparaître, des microbiotes pour que l'on puisse éventuellement plus tard, nous occidentaux, restaurer nos microbiotes intestinaux.
Donc là, il y a aussi un problème de, comment dirais-je, est-ce qu'on n'est pas en train d'exploiter ces communautés? Comment va-t-on les rétribuer? Que va-t-on leur retourner, etc. Alors les chercheurs qui travaillent sur ces questions se posent ces questions. Mais inévitablement, elles sont insuffisantes, puisque, comment dirais-je, l'asymétrie est existante. Les chercheurs pourront faire, malgré toutes les conventions éthiques qu'ils feront signer, etc., au final, ils feront à peu près ce qu'ils veulent de ces microbes. Bon. Mais la question peut-être plus fondamentale, peu importe les usages qu'en feront les chercheurs, peut-on véritablement conserver des microbiotes sans les communautés humaines et les milieux qui les constituent? Est-ce que cette idée de collecter et de conserver les microbiotes n'est pas finalement complètement fallacieuse? Bon. Et je crois que c'est ce point-là qu'il faut conserver. En fait, si les chercheurs voulaient véritablement conserver ces microbiotes, ils devraient s'y prendre autrement et notamment, pourquoi pas, travailler sérieusement avec ces communautés humaines qu'ils rencontrent et auprès desquelles ils collectent les microbiotes. Alors je l'ai évoqué très rapidement, mais dans ces recherches, il faut et on devrait prolonger cette analyse critique puisqu'elle pose d'autres problèmes. Les catégories mobilisées, je l'ai évoqué avant, celles de chasseurs-cueilleurs et notamment leur histoire coloniale dont elles héritent, les représentations qui sont associées. On considère que ces populations ont un microbiote qui est un ancêtre de nos microbiotes. Cela voudrait dire que ces populations n'ont pas eu d'histoire, que finalement elles relèvent d'un temps précédent au nôtre, alors que peut-être il serait plus intéressant de se dire mais en fait elles ont eu tout autant d'histoire, simplement elles ont refusé d'être embarquées dans l'histoire qui est la nôtre, et peut-être pour de bonnes raisons, et peut-être même pour des raisons, on le sent très bien aujourd'hui, écologiques, qui est liées à leur santé et qui est liée à l'écologie des milieux dans lesquels ils vivent. Donc plutôt que de considérer leur microbiote comme ancestral, peut-être qu'il faudrait davantage s'intéresser à leur mode de vie et de voir ce que leur mode de vie a d'intéressant pour tenter de trouver notamment des solutions face à la catastrophe écologique globale dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Bon. Autre point problématique, c'est l'introduction d'un droit de propriété sur ces microbiotes. Je vous le disais auparavant, les chercheurs font signer des contrats à ces populations, qui est censé protéger ces populations. Mais le droit de propriété, c'est aussi une singularité de nos sociétés. Il y a des tas de populations, des communautés humaines, qui vivent sans cette idée de la propriété. Cette idée de la propriété, pour certaines populations, ça ne fait pas sens. Donc ne sommes-nous pas en train aussi, ici, d'introduire finalement des conceptions d'un rapport aux êtres et aux choses qui sont extrêmement problématiques? Globalement, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'on assiste, avec ces recherches sur le microbiote, malgré, vous voyez, toutes les choses très importantes et stimulantes qu'elles nous apportent, reconsidération de ce qu'est un être humain, de son rapport à l'environnement, etc., eh bien on assiste malgré tout cela un réductionnisme scientifique. Puisque, malgré le fait que l'on sache très bien que les microbiotes soient le produit d'un monde de transformation pluriel, hétérogène et vaste, la solution que l'on cherche à mettre en place pour résoudre, pour tenter de répondre à l'altération de nos microbiotes, c'est une solution strictement technoscientifique qui, au même titre que la pandémie de SARS-CoV-2, ne cherche pas à remettre en question le monde dans lequel nous vivons et que nous produisons, mais cherche au contraire à simplement trouver un moyen technique de pallier aux conséquences néfastes que produisent ces mondes. Comme vous le comprenez certainement maintenant, et ça fait référence notamment à une des premières diapos qu'on a vues dans ce cours, les pratiques scientifiques ne sont pas innocentes, elles ne sont pas neutres. On l'a vu dans le cas présent des sciences du microbiote, qu'elles transforment les mondes humains et microbiens, et rend certains mondes humains négligeables. Ces populations de chasseurs-cueilleurs vont disparaître. Il faut sauver les microbiotes, mais pas ces populations. Leur mode de vie ne nous intéresse pas, si ce n'est pour tenter de trouver des manières de mieux nous soigner à l'avenir. Donc il rend cette disparition de communautés humaines négligeables, puisqu'il sauve ce qui intéresse les scientifiques et nos sociétés. Avec quoi j'aimerais conclure cet enseignement, c'est que l'ensemble de ces questions, un peu jetées, de manière peut-être un peu abrupte, nous oblige et vous oblige, et c'est l'intérêt de ces enseignements notamment, d'apprendre, de vous poser la question comment pourrions-nous apprendre à faire science autrement ? Non pas simplement à trouver des solutions scientifiques et techniques à des problèmes de santé, mais à interroger ces problèmes de santé dans le monde plus vaste qui est le nôtre et auquel nous participons. Comment apprendre à prendre soin de nos relations avec les environnements et les microbes autrement
que nous le faisons. Et c'est une des constantes de notre enseignement. Ceci, vous ne trouverez pas la solution dans une prétendue objectivité ou neutralité des pratiques scientifiques. On l'a vu, les pratiques scientifiques ne sont pas neutres, elles ne sont pas innocentes. Ça vous oblige à vous poser ces questions et à vous positionner politiquement par rapport à votre pratique en vous posant la question de savoir, lorsque je fais ça, lorsque j'écris ça, lorsque je pratique ma pratique de cette façon-là, à quel monde suis-je en train de participer ? Je vous remercie de votre attention.